Nous accueillons nos invités. Bonjour Laura, bienvenue à vous. Vous venez de l'Essonne et vous avez eu recours à plusieurs reprises à l'IVG. Vous êtes la maman d'Ethan qui a 4 ans. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau des maternelles. Bonjour Océane, bienvenue à vous également. Vous venez des Yvelines et vous avez eu recours vous aussi à une IVG médicamenteuse il y a 1 an. Vous en gardez un très mauvais souvenir. Merci de venir témoigner ce matin avec nous. Docteur Philippe Fauché, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien au centre de planification Bluet-Trousseau à Paris. Vous travaillez également pour 2 associations. L'ANSIC, c'est l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception. Je dis et nous disons les vrais noms ce matin parce qu'il y a une demande d'informations très précise sur le sujet et aussi ce qu'on appelle le REVO, le réseau entre la ville et l'hôpital pour l'orthogénie. Bravo et bienvenue aux maternelles. Vous avez participé au rapport relatif à l'accès à l'IVG sur les territoires. On ne va pas rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce rapport et qui a peut-être suscité problème ? Oui, alors il y avait 2 parties dans ce rapport. Il y avait une première partie qui était consacrée à l'accès à l'IVG sur Internet, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des informations qui étaient souvent fausses, qui étaient véhiculées dans des sites qui clairement cherchaient à dissuader les femmes d'avorter. Et donc il est ressorti de cette première partie du rapport un site gouvernemental, ivg.gouv.fr, où les femmes peuvent avoir des informations fiables sur l'interruption volontaire de grossesse. Puis il y avait toute une deuxième partie du rapport où là il y a au moins une vingtaine de recommandations, je ne vais pas toutes vous les citer. Finalement, il n'y en a qu'une seule qui a été reprise par le gouvernement, c'est la suppression de la notion de détresse qui a fait beaucoup parler. Mais c'est finalement la seule, alors qu'il y en a, on en reparlera peut-être tout à l'heure, plein d'autres propositions, recommandations qui ont été faites pour favoriser l'accès à l'avortement. D'accord. Alors on est en France, nous ne sommes pas en Espagne. Néanmoins, on l'a vu, nos téléspectatrices nous l'ont dit, ils sont inquiets pour l'IVG en France. Qu'en est-il ? Est-ce que l'IVG en France, on peut dire que c'est menacé ? Je ne pense pas qu'on puisse parler ni de danger ni de menace parce que je crois que la situation politique française n'est pas comparable à la situation espagnole. Mais il faut toujours se méfier, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On peut très bien imaginer un parti qui arriverait aux responsabilités et qui remette en cause l'accès à l'avortement. Mais je pense que je ne suis pas spécialiste en politique, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais je ne crois pas qu'on en soit là en ce moment en France. On a une loi qui a quelques années. On a une loi qui a quelques années. Mais il faut rester vigilant. Je ne vois pas un parti, là, dans les années qui viennent, qui est capable de l'abroger comme ce qui a été fait en Espagne, qui est extrêmement violent. Ouais. Alors Laura, avant d'avoir votre fils, vous avez eu recours à 2 IVG. Dans quel contexte vous étiez à ce moment-là ? Alors j'étais étudiante encore, pas encore de travail. Et donc pas de revenus ? Donc pas de revenus, on s'était mis d'accord pour que je fasse une IVG, donc j'étais sous contraception les 2 fois. Les 2 fois vous étiez sous contraception, d'accord. Alors 3 mois après la naissance de votre petit garçon, vous vous êtes aperçu que vous étiez à nouveau enceinte. Or, à ce moment-là, c'était vraiment pas du tout dans vos plans. Non, vous ne vous sentiez pas alors de vivre si vite une 2e grossesse. Non. Vous avez donc fait le choix de recourir à une IVG. Est-ce que ça a été compliqué d'obtenir un rendez-vous ? Oui, beaucoup, très. J'ai dû appeler une dizaine alors que ce soit hôpital, clinique privée. Alors soit je dépassais un petit peu le délai. Pour un rendez-vous, par exemple, 2 semaines après, j'étais trop court, trop tard, parce que j'allaitais encore mon fils. Et du coup, donc on m'a dit que je ne pouvais pas de nouveau tomber enceinte. C'est les 3 A, il me semble, c'est ça, allaitement. On avait parlé des 3 A. Qui devraient normalement nous protéger contre une future grossesse. C'est quoi les 3 A, docteur ? Vous les connaissez, vous ? Ça s'appelle la méthode MAMA. En fait, c'est une femme qui allaite complètement son enfant, qui n'a pas de règles, donc A comme aménorrhée. Dans ces cas-là, on considère que son risque d'être enceinte sans contraception, à condition que l'allaitement soit exclusif, bien sûr, qu'elle n'ait pas eu un retour de ses règles, est quasiment nul, mais pas égal à 0 de toute façon. Apparemment pas égal à 0. Donc du coup, vous passez plein de coups de fil, vous avez du mal à obtenir un rendez-vous, et finalement, qui vous ordonne un rendez-vous ? Alors, après une dizaine de coups de fil, donc je suis passée par le planning familial en pensant justement que ça allait rester, que ça allait être rapide. On m'a dit au téléphone que c'était anonyme et gratuit. Voilà, donc c'est eux que vous avez appelé. Oui, d'accord. Ils m'ont donné rendez-vous le plus rapidement. D'accord. Docteur Philippe Fauché, alors où on peut se faire aujourd'hui avorter en France ? Et pourquoi c'est si compliqué encore d'obtenir un rendez-vous ?
On peut se faire avorter dans le secteur public, donc dans les hôpitaux publics. On peut se faire avorter aussi dans le secteur privé. Le secteur privé, ce sont les cliniques privées, mais c'est aussi maintenant les cabinets des médecins en ville, puisque grâce à l'avortement médicamenteux, il y a une possibilité, en fait, depuis la loi de 2001, enfin en pratique depuis 2005, d'aller consulter son gynécologue ou son médecin généraliste, pas encore les sages-femmes, mais j'espère que ça viendra, pour obtenir un avortement dans un cabinet de ville. Il y a aussi, je ne pas oublier, les centres de planification et les centres de santé. Ça avait été oublié dans la première loi, ça a été rajouté en 2009. Donc il y a toutes ces structures-là qui diversifient un petit peu l'endroit où les femmes peuvent se... Aucun médecin ne peut refuser? Si, ça fait partie d'une des recommandations d'ailleurs du rapport. Il y a cette clause de conscience, mais qu'en fait existe pour tous les actes médicaux. Un médecin ne pourra jamais faire quelque chose qui est opposé à sa conscience. Sauf que la seule intervention pour laquelle c'est écrit, noir sur blanc dans une loi, c'est l'interruption volontaire de grossesse. D'accord. Que dit la loi en matière d'avortement en termes de délai en France? Il y a un délai, alors les délais varient suivant les pays européens par exemple, il n'y a pas d'harmonisation entre ces différents délais. En France, le délai a été porté de 12 à 14 semaines depuis 2001, donc 14 semaines d'aménorrhée, donc 12 semaines de grossesse. Au-delà de cette date, il n'est plus possible de pouvoir recourir à une interruption volontaire de grossesse. Et il faut aller à l'étranger, parce qu'il y a d'autres pays où le délai est plus élevé. Long. Et si on répond à la première question, c'est-à-dire pourquoi c'est si compliqué alors qu'on peut aller a priori dans un hôpital, aller voir un médecin, etc. Pourquoi c'est si compliqué? C'est un problème d'offre et de demande, c'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit où finalement il y a beaucoup de femmes qui demandent des IVG et que finalement l'offre est faible, ça fait des goulots d'étranglement. Donc il y a beaucoup de demandes et finalement pas beaucoup d'offres. Donc du coup, quand les femmes téléphonent, mais il y a des délais très longs et qui peuvent les mettre justement hors délai. Donc, sauf dans les endroits où on prévoit des possibilités d'être accueillis en urgence pour faire une IVG très rapidement pour ne pas dépasser les délais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui offrent cette IVG en urgence. Il y a beaucoup de centres qui disent aux femmes, Madame, l'IVG, c'est pas une urgence, clac. Alors qu'en fait, ça peut être une urgence parce que c'est ça ou partir à l'étranger. Quand on formule, en plus, comme vous l'avez fait, votre demande dans les délais légaux. Donc ça fait partie d'une des choses qu'il faut améliorer. Qu'il faut évidemment améliorer. Alors, Océane, vous avez eu recours à une IVG il y a 1 an. Vous étiez encore au lycée et vous ne vous sentiez alors pas du tout prête pour avoir un enfant. Malgré tout, la décision d'avorter n'a pas été simple du tout à prendre. Mais vous avez pu compter sur le soutien de votre maman. Comment elle a réagi ? Moi j'étais en terminale dans un lycée, donc pas du tout prête, pas du tout disposée à ça, et j'en ai tout de suite parlé parce que je savais qu'elle était de toute façon super ouverte sur le sujet. Je savais que j'allais pas la choquer, je savais que j'allais pas être jugée. Vous avez un bon rapport avec elle, et je crois qu'elle avait vécu la même histoire elle aussi. Oui, elle a vécu la même histoire, donc ça a permis aussi d'en parler toutes les deux. Et je lui en ai parlé tout de suite, elle a super bien réagi, elle a tout de suite pris les choses en main. D'accord. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. De pouvoir s'ouvrir à ses parents, à sa mère en l'occurrence. Et du coup, qui a pris le rendez-vous? Comment vous avez fait? Donc c'est ma maman qui a pris les choses en main, qui a appelé, qui a pris des rendez-vous et qui m'a dit, donc voilà, t'as rendez-vous telle date. Mais elle a trouvé facilement ou pas pour le rendez-vous? Oui, elle a trouvé facilement parce que elle était, je pense qu'elle était plus au courant que moi, avec plus d'expérience. Vous toute seule? Toute seule, j'aurais jamais trouvé, j'aurais jamais. C'est vrai. J'aurais jamais su quoi. Ça vous aurait semblé très compliqué d'aller chercher l'information toute seule, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas évident. Alors, comment ça s'est passé votre premier rendez-vous avec le gynécologue? Donc j'ai eu quand même un rendez-vous assez vite avec un gynécologue. Alors c'était un gynécologue qui parlait pas très bien le français, donc on n'a pas trop pu communiquer. Donc il m'a fait une échographie de datation. Donc il m'a dit que j'étais donc à 5 semaines d'aménorrhée. D'accord. Et donc à ce moment-là, il m'a juste dit donc ce sera une IVG médicamenteuse. Vous allez perdre un peu de sang, vous aurez un peu mal, et puis voilà, pas de questions. Vous aviez le monito ou il l'avait tourné pour l'échographie? Non. Non. Vous n'avez rien vu? Non, j'ai vu. J'ai essayé de voir et puis bon. Non. Mais il vous a préservé un petit peu ou? Ouais. Bon, la communication n'était pas géniale. Non, pas géniale. On comprend. Un peu froid. Philippe Fauché, quelle est la première étape lorsqu'on souhaite avoir recours à une IVG? Trouver le bon endroit. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites.
on a, dans une des associations que vous avez citées, on a créé un site internet qui s'appelle IVG les adresses, où en fait c'est une espèce de GPS de l'IVG, excusez-moi l'expression, où en fait la femme qui veut faire une IVG tape l'endroit où elle habite et tout de suite elle a la liste des endroits où elle peut se rendre. Parce que ça peut être déjà, ça peut prendre plusieurs jours et ça fait perdre du temps. Donc d'abord trouver le bon endroit. Ouais. Donc ça, je vous dis, grâce à des sites comme ça, qui j'espère va avoir une extension nationale, parce que pour l'instant c'est uniquement sur l'Île-de-France, puisque notre association est juste sur l'Île-de-France pour l'instant, enfin, l'association Révo dont vous parliez. Ouais. Ce qui serait bien, ce serait que pour la France entière, ce soit possible. Donc trouver le bon endroit, et puis après, donc très vite, avoir un rendez-vous. Donc c'est ça la première chose à faire. L'écho de datation, c'est obligatoire, l'écho de datation ? Pas du tout. C'est très souvent demandé parce que ça permet de connaître exactement le terme de la grossesse, savoir si la grossesse est bien placée à l'intérieur de l'utérus, donc pouvoir proposer la méthode qui correspond, puisque l'IVG médicamenteuse, on ne peut pas la faire jusqu'à 14 semaines, on peut la faire que jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Donc il faut avoir un terme précis. Mais on peut le faire aussi avec l'examen clinique. Les femmes qui sont minces comme vous, c'est facile de pouvoir découvrir le terme juste avec l'examen clinique. Mais l'accès à l'échographie devant être assez facile. Ouais. Beaucoup de femmes font une échographie avant. Et en même temps, c'est une étape qui peut être vraiment pénible, je pense. C'est une étape qui peut être pénible, il faut le faire avec tact. Vous savez qu'aux États-Unis, on impose aux femmes de regarder l'écran et de regarder le cœur du bébé battre avant de faire une interruption volontaire de grossesse. On n'en est pas encore là en France, sauf qu'il y a des médecins qui le font. Il y a des médecins qui font. Des médecins qui mettent exprès ce qu'on appelle l'effet Doppler et qui permet d'entendre les bruits du cœur du bébé. Ils le font exprès dans le but d'essayer soit de faire comprendre aux femmes ce qu'elles font, je cite l'expression, ou voire de les faire changer d'avis. Donc, c'est pour ça que je vous demandais, Océane, tout à l'heure, si vous aviez vu l'écran. Alors, on peut faire dans les centres d'IVG, entre guillemets, qui sont corrects, on a des appareils d'échographie et on peut faire l'échographie sur place. Donc ça évite l'étape d'aller dans un cabinet de radio où en fait les femmes tombent sur des échographistes qui sont plus ou moins favorables à l'IVG, qui peuvent plus ou moins bien les accueillir. Et qui ont peut-être envie parfois de donner une petite leçon, comme ça. C'est pas toujours pour les dissuader, c'est pour donner c'est moralisateur en fait. C'est culpabilisant et moralisateur. Comme ce qu'on retrouve dans beaucoup d'étapes, on en reparlera sûrement, de beaucoup d'étapes des femmes qui avortent, c'est-à-dire qu'elles ont le regard moralisateur et culpabilisant des professionnels de santé. Julia, on dit au maternel comme si les filles étaient des gourdes. Alors Laura, on va revenir à votre dernière IVG. Suite à votre prise de rendez-vous au planning familial, vous avez rencontré une gynécologue. Comment elle vous a reçu ? Très mal. Très mal. Donc je me suis sentie jugée. J'ai dû donner une justification. J'ai expliqué que j'avais eu déjà recours à 2 IVG. Donc j'ai senti déjà un malaise. D'accord. J'ai expliqué que j'avais eu une césarienne en urgence pour mon fils et que j'avais été vraiment traumatisée. Et elle m'a dit, c'est pas grave, vous avez joué, vous avez perdu. Wow. Donc je lui ai demandé si je pouvais le faire sous anesthésie générale. J'allaitais toujours mon fils qui avait 6 mois. Et elle m'a dit que non, elle n'avait pas de temps à perdre pour ça. Donc, un accueil désastreux. Un accueil pire que... Voilà, j'ai eu envie de partir, mais j'étais dans les délais vraiment très justes, donc j'ai été obligée de rester. Ah, vous êtes restée parce qu'autrement vous auriez été hors délai. Voilà. Exactement. Philippe Fauché, pourquoi l'IVG, ça a encore mauvaise presse auprès des médecins, des praticiens ? Parce que quand on vous élève à être médecin, on vous élève à sauver des vies, à soigner des gens, à être le grand Manitou qui est sauveur. L'interruption volontaire de grossesse, et je pense que le débat sur l'euthanasie, ce sera la même chose quand on l'aura vraiment en France, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que ça ne va pas dans le sens où on fait de la médecine. Pourtant, ça fait partie de la médecine. C'est ça le boulot, quoi. C'est considéré comme certains, comme pas un sale boulot, loin de moi cette non, mais bien sûr, mais voilà, c'est certains qui rechignent à faire Absolument. ça. Il y a une réflexion intéressante d'une infirmière qui s'exprimait sur notre réseau Facebook, Aude-Marie, qui nous dit que c'est vrai qu'on n'a pas à juger, mais en même temps, nous sommes des êtres humains. Moi, j'ai fait plusieurs fausses couches, et ça m'est arrivé de me dire devant une femme que j'aimerais être enceinte comme elle. C'est vrai que ça s'entend, ce genre de choses. Oui, ça s'entend. Est-ce que vous êtes fermé ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une formation adéquate, justement, pour Pas du tout. se protéger ? La formation, que ce soit sur la contraception ou l'interruption volontaire de grossesse, que ce soit dans les études médicales générales, ou même dans la formation pour être gynécologue, est très mauvaise et très... Sur ce sujet. Et très peu faite. Donc, en fait, les gynécologues ou les médecins généralistes ont finalement une très mauvaise formation là-dessus. Donc, bon, c'est pas une excuse forcément, puisque ça véhicule aussi, comme on l'a dit, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui sont plus de l'ordre de la morale. Mais bon, il y a parmi les choses à faire, il y a à améliorer, et ça fait partie aussi des recommandations du rapport, à améliorer donc l'enseignement sur l'avortement et la contraception dans les études de médecine. Et donc l'encadrement de ces femmes et peut-être protéger certains professionnels plus sensibles. Alors comment ça se passe quand on veut avorter en France ? Est-ce que c'est plus compliqué qu'il y a quelques années ? En 10 ans, 130 centres IVG ont fermé.
Dans les hôpitaux, les files d'attente s'allongent avec forcément des conséquences pour les femmes. Regardez, c'est un reportage de Lise David. 2 fois par an, la Fédération Île-de-France du planning familial fait le tour des hôpitaux qui pratiquent l'IVG pour tester leur disponibilité. Isabelle se fait passer pour une femme enceinte qui souhaite avorter. Première difficulté, parler à quelqu'un. Donc là, ils me disent que c'est pas le bon numéro déjà. Donc c'est le numéro qu'ils nous ont donné, mais finalement c'est plus le bon. Donc si nous on donne ce numéro à une dame, par exemple, bah, elle est dans la... Donc c'est bien que vous soyez venus. On va en essayer un autre. Bonjour, bienvenue au groupe hospitalier. Merci de patienter. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Merci. Allô? Voilà, là ils m'ont raccroché au nez. Au bout de 3 minutes. Et là donc on en est à 4 ou 5 appels en 1 heure. Au bout du 6e appel, Isabelle, toujours dans son rôle de femme qui veut avorter, parvient enfin à obtenir un rendez-vous. Au revoir. On lui propose un rendez-vous dans plus de 8 jours. Et ce premier rendez-vous, ce ne sera pas pour l'intervention. Ce sera pour voir le médecin, qui est le seul à même de dire quand il pourra proposer un rendez-vous pour l'intervention. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui peuvent proposer aux femmes des délais d'1 mois d'attente pour le premier rendez-vous, toujours parce que l'avortement c'est le parent pauvre de l'hôpital et que voilà on va le caler entre, on va proposer 1 ou 2 aspirations par-ci par-là, donc les calendriers sont remplis très très rapidement. En effet, pour les hôpitaux, un avortement coûte plus cher qu'il ne rapporte. Peu intéressante, car peu rentable, la pratique n'est donc pas du tout prioritaire dans les services. La première menace pour l'IVG est donc économique. Mais pour le docteur Marie-Laure Brival, qui dirige le centre d'orthogénie de la maternité des Lilas, la responsabilité incombe aussi aux médecins. Il y a une grande pénurie des médecins qui acceptent de pratiquer l'acte jusqu'au terme de la loi, à savoir 14 semaines d'aménorrhée. Un certain nombre de médecins font ces interventions, mais s'arrêtent à des termes plus précoces. Donc, dans tous les cas, il y a une difficulté autour de la clause de conscience. La clause de conscience donne en effet le droit aux médecins de refuser la pratique de l'IVG. Certains établissements encore en France ne font aucune IVG, sous prétexte qu'ils ne trouvent pas de professionnels, sous prétexte qu'il n'y a pas de locaux. Il y a divers prétextes qui peuvent être avancés, notamment la question de la pénurie de professionnels qui oppose la clause de conscience dans la pratique de l'interruption de grossesse. Militant de la première heure, le Centre des Lilas est l'un des rares à pratiquer les IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse et voit arriver des femmes dans des situations d'urgence. Finalement, elle se retrouve à arriver dans un centre autour de 10-11 semaines d'aménorrhée pour s'entendre dire « Ah bien madame, on ne fait pas au-delà de 12 dans ce centre ». Et ça les remet au niveau 0, un nouveau départ pour retrouver un centre. Et c'est comme ça que nous accueillons des femmes qui sont tout à fait limites. Et parfois même, elles sont dans l'obligation de se rendre à l'étranger dans des pays qui proposent des termes un petit peu plus longs pour l'interruption de grossesse. On estime ainsi à 3000 le nombre de femmes qui, chaque année, sont contraintes d'aller avorter à l'étranger. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une vraie diversité suivant les régions de France dans lesquelles on est. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, c'est ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité de la prise en charge de l'IVG. Vous avez quand même des endroits où ça se passe plutôt bien, vous avez des endroits où ça se passe vraiment très mal. Donc, vous ne voulez pas nous aider à pointer les régions où il faudrait faire des efforts? Non, mais on les connaît, et justement, et ce qu'il faudrait, c'est que les autorités les connaissent et fassent en sorte que justement dans ces régions-là, il y ait des efforts qui soient faits. Donc il y a tout un problème aussi sur la gouvernance, sur la façon d'organiser les soins. D'organiser les soins en France à travers les ARS, les agences régionales de santé, qui maintenant, en fait, dans chaque région, doivent organiser l'accès à l'avortement. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Alors, je vous ramène un peu à votre métier de médecin. Vous pouvez nous aider à comprendre la différence entre une IVG médicamenteuse, une IVG par aspiration? Alors, la première méthode qui a été utilisée qui est toujours utilisée pour faire des IVG, c'est la méthode par aspiration. Donc ça consiste à dilater le col, à insérer une
une canule de diamètre variable en fonction de l'âge de la grossesse. Plus la grossesse est avancée, plus le diamètre est large. Et en fait, on aspire, parce qu'on relie ça à du vide, hein, et donc c'est une petite aspiration. C'est un geste très simple qui prend quelques minutes. Anesthésie ou pas qui anesthésie? Peut se faire soit sous anesthésie générale, soit sous anesthésie locale. Hein. Donc l'anesthésie locale, c'est pas une anesthésie péridurale, c'est comme un peu chez le dentiste. Hein, on fait une injection de xylocaïne. Donc ça, c'est la méthode par aspiration. On peut demander d'avoir le choix entre Bien sûr. De toute façon, la femme doit avoir le choix. D'accord. Elle doit pouvoir choisir sa méthode, c'est très important. Pour vivre le mieux possible d'une IVG, il faut déjà avoir pu bien choisir la méthode. Donc il y a cette aspiration avec ces deux types d'anesthésie. Et puis vous avez aussi, depuis 20 ans, la France a été pionnière hein, dans l'avortement médicamenteux. La méthode médicamenteuse, en fait, ça consiste à reproduire une fausse couche spontanée, hein, à donner des médicaments qui vont arrêter la grossesse et qui vont permettre son expulsion. Alors on pourrait faire ça jusqu'à 40 semaines d'aménorrhée. Hein. Bon, la loi, on doit s'arrêter à 14, mais pour diverses raisons, peut-être plus long de rentrer dans les détails, on s'arrête en France à 9 semaines d'aménorrhée. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours le choix. Donc... On n'a pas toujours le choix. 7 semaines d'aménorrhée dans les cabinets de ville et dans les centres de planification et les centres de santé, et 9 semaines d'aménorrhée à l'hôpital. Sachant que tous les hôpitaux ne proposent pas la méthode médicamenteuse déjà jusqu'à 9 semaines. C'est ça. Hein. Donc en fait, on a le choix, mais on n'a pas le choix. Un vrai service, ce sera un service où vous pouvez avorter jusqu'à 14 semaines, et Marie-Laure l'a très bien montré. Il y a des services qui disent « Ah ben non, madame, 12 semaines, non, on s'arrête là », ce qui est complètement hors la loi. On ne dit rien à ces gens-là. Et puis la méthode médicamenteuse devrait pouvoir être possible à l'hôpital jusqu'à 9 semaines, sauf que vous avez des hôpitaux qui disent « Ah ben non, nous on ne fait pas, à 7 semaines, on s'arrête ». Quelle galère. Donc en fait, la loi n'est pas appliquée, hein, ça il faut le dire. Il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Alors Laura, après un premier rendez-vous compliqué hein, avec la gynécologue, comment vous vous êtes sentie le jour de l'intervention ? Ça a été terrible, encore plus terrible je crois, parce que donc après m'être sentie jugée, on s'est retrouvés donc dans une pièce tout en blouse avec un casier pour poser nos affaires. C'est qui nous ? Alors toutes les femmes qui allaient avorter. Non. Donc on était 5. Je pense que ça, voilà, quasiment à la queue leu-leu sur des petites chaises. Enfin rien de pour être à l'aise, rien du tout. Et pas les conjoints avec vous ? Non, impossible. Donc il est resté avec mon fils. Ouais. Et comment ça s'est passé au moment de l'intervention ? Alors au moment de l'intervention, c'était par aspiration. C'était par aspiration. Vous vouliez une anesthésie, vous générale ? Je voulais une anesthésie générale qui n'a pas été faite. En fait, elle a refusé donc au premier entretien que j'avais eu. Et donc allongée sur la table, le stress, le froid, la peur, je tremblais. Elle m'a dit bon bah on va se calmer parce qu'on va pas pouvoir. Vraiment ça a été très froid, très sec. Et à la fin donc de l'IVG, après plusieurs malaises, donc après l'aspiration comme vous avez expliqué, elle m'a montré le flacon en disant voilà poubelle. Oh là. Et voilà donc ça a été traumatisant. Après une césarienne qui s'était très très mal passé, donc du coup vraiment le bloc, le froid, enfin tout, ça a été terrible. Terrible. C'est très choquant, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire, malheureusement. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les femmes, c'est bien que vous ayez le courage de venir témoigner, parce que souvent les femmes n'osent même pas porter, pas aller jusqu'à porter plainte, mais même faire une lettre au directeur de l'hôpital ou au chef de service pour dire que ça s'est mal passé. Les femmes sont tellement dans la culpabilité, elles se disent finalement, fallait que je le paye quelque part. Parce qu'il y a cette ambiance culpabilisante sur les femmes. Et finalement, voilà, je dois vivre ça. Et donc je me tais, je dis rien. C'est bien fait pour moi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, et les médecins jouent là-dessus, bien sûr. Ils savent très bien que de toute façon, les femmes sont tellement dans la souffrance et la culpabilité qu'elles peu vont aller, alors qu'elles râleront pour autre chose, mais pas l'IVG. Pas l'IVG. Alors, Océane, vous avez eu recours à l'IVG donc par voie médicamenteuse. Est-ce que on vous a laissé choisir ou pas, justement ? Alors on m'a laissé choisir, donc on m'a dit que j'étais à 5 semaines d'aménorrhée, qu'il fallait de toute façon pas perdre de temps puisque l'IVG médicamenteux était peut-être plus facile à vivre que l'IVG par aspiration. D'accord. Donc moi j'ai écouté, j'ai dit bon d'accord, on fait ça tout maintenant. Enfin. Vous n'avez pas eu vraiment le temps de réfléchir en fait. Alors j'ai appris après qu'en fait on avait un délai de réflexion de 7 jours. Et en fait, je ne l'ai pas eu. Donc, alors c'est vrai que j'aurais bien voulu réfléchir un petit peu plus. Mais prendre le temps de réfléchir un peu plus. Vous êtes donc venu une première fois pour prendre le premier comprimé, c'est ça. Puis vous êtes revenu 24 heures plus tard pour prendre le deuxième comprimé. Et quelques heures après, vous vous êtes senti très mal. Comment le personnel médical a réagi à ce moment-là ? Le personnel médical était complètement en
entre guillemets larguée. C'est-à-dire, donc il y avait, c'était une infirmière qui s'occupait de moi et un étudiant qui était avec elle. Ouais. Et en fait, elle était complètement impuissante face à la situation. Parce que j'avais très très mal dans le bas du ventre. Et, vous leur avez dit? Ah oui, je leur ai dit et ne savaient pas quoi faire. Donc ils sont venus avec un dafalgan, me donner un dafalgan. Et, ouais. Mais ça ne changeait rien. Vous avez l'impression que votre douleur n'était pas prise en charge du tout. C'est ça. Et donc après, j'avais tellement mal que j'en ai vomi. Je suis tombée dans les pommes. Jusqu'au moment où, dans votre histoire, vous nous racontez que vous avez préféré carrément partir et que personne ne vous a retenu. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand vous êtes partie après votre départ de l'hôpital? Vous étiez encore en souffrance? C'est ça, mais je me suis dit je serais peut-être mieux chez moi qu'ici parce que j'ai l'impression qu'ici on m'écoute pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc je suis rentrée chez moi, donc ma mère m'a raccompagnée. On a pris la voiture et j'ai senti quelque chose tomber en fait. Et donc en arrivant chez moi, donc je suis allée me changer tout ça et en fait je me suis rendu compte que c'était tout, voilà. Et donc là c'est dur quoi. Et vous deviez être en colère, non? Pas tout de suite. Au début, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'est pas prévenu. Moi, vous saviez pas? On m'a pas prévenu que. Vous pensiez quoi? Que vous alliez perdre du sang? C'est ça. On m'a dit que j'allais perdre du sang, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas du sang. Philippe, je voyais, c'est le mot de la fin. Je vous voyais réagir à l'histoire de ce qui est important dans l'IVG médicamenteuse, le facteur limitant dont se plaignent les femmes, c'est la douleur. Donc la douleur, il faut l'anticiper. Si avant, vous n'avez pas expliqué que ça pouvait vous faire voire très mal, et quand vous n'avez pas prescrit à l'avance les médicaments pour soulager votre douleur, même à titre préventif, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Donc, vous ne l'avez pas dit ça, on vous a dit un peu mal. Voilà, donc ça va faire comme les règles. C'est une mauvaise prise en charge, mais le problème, c'est qu'après, ça donne des IVG très très mal vécus. Bien sûr. Bon, on aurait pu continuer longtemps. Je voudrais juste, évidemment, c'est pas le livre qu'on va lire très naturellement. Néanmoins, je pense, en tant que maman, peut-être tout simplement, on doit avoir ce livre, l'avoir très facilement d'accès. C'est le Que sais-je qui est sorti, qui est neuf, 2012. Je sais pas si vous voyez, c'est un Que sais-je seulement en 2012. L'IVG d'Israël Nissan, de Louisa Aroro, Attali et Dan-Laure Schillinger-Decker. Donc tout ce qui est modalité pratique, moins les évolutions à venir, notamment sur la lisibilité du site internet. Je pense qu'Elsa, vous y reviendrez. Du côté de nos filles, parce qu'il faut continuer de communiquer, de les informer absolument. Delphine Beauvois et Claire Cantet, mon premier manifeste féministe qui dit on n'est pas des poupées, à la fois pour effectivement, même si la culpabilité est forte, mais rappeler d'une part que vous n'êtes pas toute seule, mais que vous pouvez vous défendre, que vous pouvez vous exprimer, y compris devant des médecins, que vous pouvez faire le choix d'être une maman ou pas. C'est pour les plus jeunes à partir de 8 ans. Et puis, je reviens avec ce livre qu'on a déjà présenté. Ça, c'est le tome 2, je ne vous l'avais pas présenté. Véronique Cazot et Madeleine Martin. Et toi, est-ce que tu t'y mets? C'est sorti chez Fleet.g. Donc, c'est le vécu par les femmes de l'IVG en bande dessinée avec, pour vous introduire, chère Elsa, justement ici, une réflexion des femmes qui se mettent devant Internet. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, où vous voyez sortir d'Internet le spectre de la souffrance, des regrets éternels, de la culpabilité, du traumatisme. Elle discute avec son amie pour arriver à se sortir de cette poigne qui est extrêmement culpabilisante, en plus de celle qu'on a. Incroyable. Elsa, vous parliez du web, Nathalie, mais le web est venu en aide aux femmes espagnoles. Hein. Oui, vous savez que j'avais pas mal parlé de la mobilisation générale, notamment aussi du collectif Oser le féminisme, qui s'était mobilisé pour faire en sorte que tout cela cesse. Je voulais vous faire un petit point, parce que j'ai des amis en Espagne qui justement me tiennent régulièrement au courant de ce qui se passe chez elles. On en saura évidemment plus à la fin du printemps pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment sur cette loi. Cela dit, je voulais vous rappeler qu'évidemment, ce projet de loi veut restreindre terriblement l'avortement, notamment en l'autorisant pour les femmes qui sont victimes d'un viol. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est échangé via l'application WhatsApp. Vous savez, on s'envoie vite des photos, on se donne des nouvelles, tout ça. Une affiche qui moi, m'a glacé le sang quand je l'ai vue, donc je vais vous la montrer, en fait. Une affiche qui montre en Espagne ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est un homme qui se rebraguette et qui vient évidemment d'avoir un rapport sexuel avec une femme et il lui dit « Merci de ne pas me dénoncer de t'avoir violée. Je ne te dénoncerai pas non plus pour ton avortement, car dans ton cas, ce sera 6 ans de plus. » Parce qu'évidemment, la femme est emprisonnée si elle décide d'avorter, au cas où cette loi passerait. Donc, je voulais de nouveau
qu'on soit bien conscient de ce qui se passait de l'autre côté des Pyrénées. Comme vous le disiez, Julia, c'est pas si loin de chez nous. Non, ça fait froid dans le dos. Voilà. C'est-à-dire que c'est la double peine. Hein. C'est ça, on se fait violer et puis en plus, voilà. Voilà, et en plus, si on est dénoncé, on prend si on ose. Absolument, donc c'était vraiment pour mettre ça en regard, tout à fait. Tout ça pour revenir à l'essentiel dont vous aviez parlé dès le départ, c'est-à-dire comment on se renseigne correctement dans notre pays pour trouver des adresses où on peut pratiquer l'IVG. Donc la première, c'est IVG Info. Alors c'est un peu comme IVG les adresses, sauf que là pour le coup c'est sur toute la France, heureusement. C'est un site qui est mis en place par un labo. Alors il n'y a pas une vocation forcément commerciale derrière, mais en tout cas il a l'avantage de répertorier l'intégralité des centres d'orthogénie en France. Vous avez un menu déroulant, votre département, ça vous donne l'adresse ainsi que le numéro de téléphone pour contacter les bons soins. Je ne peux pas faire l'impasse sur IVG les adresses, bien entendu. Vous l'avez dit justement, ça concerne, c'est normal, c'est quand même génial d'avoir ce site-là. Ça concerne pour l'instant l'Île-de-France, comme vous le disiez très justement. On milite à fond les ballons pour que ce soit le reste de la France au maintenant. Niveau national. On veut voir des petits points partout là. Je crois que c'est dans les tuyaux. Quelle bonne nouvelle. Est-ce que c'est remonté en première intention Oui. Devant les autres, devant les IVG les adresses. En revanche, on est d'accord que IVG, le site du gouvernement, absolument, le site du gouvernement et IVG Info dont je vous ai parlé juste avant sont les deux premiers qui trustent parce qu'il y a enfin. Encore peu de temps, dès qu'on mettait IVG, on tombait sur les anti-IVG en premier, quoi. Absolument, ceux qui sont extrêmement culpabilisants, les fameuses lignes de téléphone où vous avez des gens, comme vous le disiez, très moralisateurs, très culpabilisants. Mais surtout qu'on croyait au début, vous nous aviez montré le site, que c'était un site plutôt pro-IVG, qui allait vous accompagner, les dames avaient l'air gentilles et tout, et en fait elles sont pas très gentilles. Alors ensuite, je voulais également finir sur un point essentiel. Après une IVG, et c'est important aussi de choisir un mode de contraception, on ne le dira jamais assez. Comme vous l'aviez dit, voilà, ça peut être aussi traumatisant, c'est très souvent traumatisant la plupart du temps. Donc choisir sa contraception.fr qui est très bien fait. Toutes les méthodes sont répertoriées, les avantages, les inconvénients, en fonction de la typologie de femme que vous êtes. Donc vraiment, moi j'incite toutes les jeunes filles, les vieilles filles, toutes les filles et même les hommes à aller sur ce site, choisir sa contraception.fr. Moi j'ai trouvé la mienne grâce à ça. Alors franchement... Et alors, c'est quoi? Je dirais en plus. Question indiscrète. Merci Elsa Grangier, merci également Laura, Océane et docteur Philippe Fauché d'être venus sur notre plateau ce matin. Un grand merci également à Julie Bouffaïd-Fatigon d'avoir préparé ce dossier. On retrouve à présent notre feuilleton sur les blessures de l'adoption. Peu à peu, l'enfant adopté grandit, viennent alors l'adolescence et les premières questions sur les parents biologiques. Maëlys est passée par là et elle a eu alors envie de retourner en Corée, son pays de naissance.